C'est vrai que c'est pas trop difficile de présenter ce qui va se passer, puisque très intelligemment, si j'avais oublié quelque chose, on vient de nous le rappeler sur l'écran. Donc effectivement, hier, nous avons d'abord vécu le bilan, l'évaluation. Puis nous avons reçu des témoignages dont vous avez noté le caractère radicalement hétérogène sur les vécus européens. Ce matin, intéressant, un philosophe qui nous aide à entendre un discours politique, un discours religieux et un discours d'une observatrice extérieure, et de lire, de comprendre ces trois discours à travers les critères qu'il nous a proposés. Quelle vision, quelles normes, quelles valeurs. Alors il serait peut-être temps d'entrer dans le concret. Quelles sont les responsabilités de l'Europe? Et je vous propose, dans cette dernière après-midi, de travailler, d'écouter, de questionner sur trois responsabilités de l'Europe. Et nous avons choisi une première responsabilité évidente, mais dont on va mesurer la complexité, la sécurité, la sûreté. Puis une deuxième responsabilité qui fait les grands titres, mais qu'il faudrait peut-être creuser un peu sérieusement, la transition écologique. Avant de travailler sur quelque chose d'évident, sauf quand on dépouille le résultat des élections dans de nombreux pays, la solidarité. Alors, pour cela, nous allons d'abord entendre Madame Nicole Gnesotto et Gaël Giraud, qui nous rejoignent d'un instant à l'autre. Vous savez, les jésuites ont une spécialité, c'est le discernement. Et le discernement, ça veut dire le juste à temps. Et avec l'accord de Gaël et de Madame Gnesotto, nous aurons, pour un petit peu nous donner un peu de souplesse dans le temps, pour permettre de mieux gérer notre après-midi, nous aurons un seul débat après ces deux interventions, malgré les différences de domaines traités. Avant d'accueillir Michel Barnier. Alors, Madame Gnesotto, j'ai eu la joie de vous rencontrer pour préparer cet entretien. Et quand même, pour le fils de militaire que je suis, avoir à mes côtés la présidente du Conseil de l'Institut des hautes études de la défense nationale, c'est pas rien. Mais vous êtes aussi professeur titulaire de la chaire de l'Union européenne au CNAM, et je trouve que cette conjonction d'une fonction au cœur de la diffusion des problèmes stratégiques au sein du pays et d'une fonction d'enseignante sur l'Union européenne est bien intéressante. Alors, Madame, après avoir lu vos récents bouquins, et notamment ce livre dans lequel vous nous redites que le marché n'est pas tout, que la géopolitique a repris ses droits, j'ai bien envie de vous demander, et de vous laisser le temps de nous le dire, un marché, sommes-nous réduits à un marché ou sommes-nous une puissance capable d'affronter les tensions qui nous entourent? Et vous pouvez le faire soit d'ici, soit comme ça vous est le plus confortable. Bon, je suis bien là. Alors, très bien. Merci beaucoup, merci de votre invitation. C'est très impressionnant de voir autant de gens un dimanche réunis pour réfléchir à ce que l'Europe peut faire dans le monde. Donc merci de votre écoute. On m'a demandé de parler des responsabilités ou de l'inexistence de l'Europe sur les questions de sécurité et de défense. Et c'est vrai que pendant très longtemps, pendant des décennies, les questions de sécurité et de défense au sein de l'Union européenne étaient traitées comme des questions techniques, des questions d'experts assez invisibles, très déconnectées de la vie du citoyen européen. Par exemple, il existe officiellement une politique européenne de sécurité et de défense depuis 1999, mais dont le but est uniquement de gérer les crises des autres. Elle n'a aucune compétence sur la sécurité des citoyens européens eux-mêmes. Et cette politique donnait lieu à des batailles souvent très dures entre diplomates, entre militaires, pour savoir si on devait être soumis à l'OTAN ou
développer une autonomie stratégique européenne, pour savoir si à l'extérieur on devait faire uniquement du maintien de la paix ou des opérations de combat. Bref, des débats, des querelles assez picrocollines qui étaient largement inconnues du citoyen. Et ceci a fonctionné pendant des décennies. Et puis tout d'un coup, tout change en 2005. En 2005, il y a eu d'une part les attentats terroristes en France, mais aussi ailleurs, et d'autre part l'arrivée de plus d'un million de réfugiés en Europe. Et les Européens découvrent tout d'un coup que, en fait, leur sécurité est illusoire et qu'ils sont entrés dans une ère de très grande vulnérabilité. Et c'est ce passage d'une culture de la sécurité à une pratique de la vulnérabilité qui marque pour moi le changement profond dans l'attitude des Européens à l'égard des questions de sécurité et de défense. Et d'ailleurs, à partir de 2005, tous les sondages que nous avons, et nous avons des séries de sondages faits par des offices européens dans l'ensemble des pays et dans les pays candidats, tous les sondages montrent que pour les citoyens, pour une majorité de ces citoyens, à plus de 68%, d'une part, le rôle de l'Europe dans la scène internationale est souhaité, et d'autre part, la priorité pour la majorité des citoyens n'est plus la prospérité, devient la sécurité. Et ça, c'est un changement politique majeur parce que ça veut dire que depuis 2015, les chefs d'État et de gouvernement sont obligés de traiter la sécurité non plus comme une question technique, comme ils l'ont fait pendant des décennies, mais comme une question politique majeure, avec des enjeux politiques essentiels. Le premier enjeu, c'est bien évidemment la vie et la mort des citoyens européens, parce que les attentats terroristes qu'on connaît depuis 2015 sont d'une ampleur et d'une nature différente de ce qu'on connaissait. Ce sont des nationaux qui tuent des nationaux. Et donc il y a un enjeu évident de sécurité au sens strict du terme. Mais il y a un enjeu politique tout à fait considérable, en particulier à cause de la question des réfugiés. Les réfugiés ne sont pas des menaces, ce sont des victimes, mais ils sont perçus comme des menaces par une très grande majorité, en tout cas une forte minorité de citoyens. Et du coup, l'arrivée des réfugiés nourrit tous les mouvements anti-européens, populistes, xénophobes, d'extrême droite. Et cette question de sécurité devient une question majeure pour l'avenir de nos démocraties. Le rejet du réfugié peut mettre en cause le fondement même de nos démocraties. Et donc pour ces deux raisons, parce que notre existence peut être mise en cause et parce que les fondements de la démocratie peuvent être mis en cause par les effets induits des questions de sécurité, le terrorisme et les réfugiés, pour ces deux raisons, la sécurité est devenue un enjeu politique que les chefs d'État et de gouvernement mettent maintenant en premier dans l'ordre du jour des conseils européens. À chaque fois, maintenant, en premier, il y a les questions de sécurité, y compris celles des réfugiés. Donc ça, je crois qu'il faut être conscient de ce tournant. Et bien évidemment, ce que je vais essayer de faire, c'est de voir jusqu'où on est allé, jusqu'où on peut aller et pourquoi faire. Mais avant, je voudrais juste faire un tout petit point, en deuxième partie, un tout petit point de recul historique pour expliquer l'héritage que nous avons reçu sur ces questions de sécurité et de défense. Ce n'est pas facile pour une construction comme l'Union européenne d'aborder de façon volontariste et si possible efficace la gestion de la sécurité. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que notre héritage est très contraignant. Il est contraignant de deux façons. D'une part, nous avons, quand je dis nous, tous les pays européens, y compris la France, nous avons délégué aux États-Unis et à l'OTAN le soin de notre sécurité et de notre défense depuis 1949, avec des hauts et des bas pour le général de Gaulle. Mais nous ne sommes jamais sortis du traité de l'OTAN. Nous sommes sortis uniquement d'une partie de la structure militaire intégrée de l'OTAN que nous avons réintégrée sous le quinquennat de M. Sarkozy. Mais donc ça, c'est une contrainte forte pour tous les Européens aujourd'hui, pour tous les chefs d'État et de gouvernement. L'enceinte première qui assure la sécurité et la défense de l'Europe, c'est l'OTAN. Et la deuxième contrainte forte, c'est à partir de ce moment-là, à partir des années 54, il y a eu un partage des tâches qui s'est fait entre l'OTAN et l'Union, l'OTAN faisant la sécurité
la CE faisant la prospérité. Et c'est comme ça que l'Europe est devenue, pendant les 30 Glorieuses, une des plus grandes puissances économiques de la planète. Nous n'avions pas à nous occuper de notre sécurité, donc nous avons fait énormément d'économies, et nous nous occupions de notre prospérité, ce qui a parfaitement marché pendant les 4 premières décennies. Mais cet héritage a évacué, je dirais, de la conscience européenne l'idée de la responsabilité stratégique. Nous avions délégué tout cela aux Américains, donc l'usage de la force, la violence, la volonté de puissance, les armes, le nucléaire, tout ceci était évacué de la conscience européenne qui pensait pouvoir faire son bout de chemin et stabiliser un peu son environnement par l'élargissement, par le commerce, par la suppression des frontières. Schengen, c'était la suppression des frontières intérieures, mais tout le monde considérait que la frontière extérieure n'avait strictement aucun intérêt. Et donc l'Union européenne a développé une espèce de vision du monde absolument étrangère à la notion d'usage de la force et à la notion de rapport de force. Et c'est un handicap aujourd'hui, cette espèce de culture qui a imprégné tous les fonctionnaires européens, les citoyens européens, en particulier en Allemagne. C'est une culture qui est très forte aujourd'hui en Allemagne. Cette vision du monde où la force, c'est pas bien. C'est le problème de l'OTAN et des États, mais l'Union européenne doit être pacificatrice, transformationniste par le commerce, par l'élargissement, etc. Et donc, alors qu'aujourd'hui, depuis 2005, depuis ce choc dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on s'aperçoit que cette vision du monde nous dessert. Alors, cette vision du monde, elle a été beaucoup caricaturée, par exemple, par quelqu'un comme Hubert Védrine, qui parle de l'idéologie bisounours de l'Union européenne. Moi, je n'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que nous nous sommes développés pendant 50 ans avec cette idée que le mal existe peut-être sur la planète, mais ce n'est pas le problème de l'Union européenne. Or, quand ça devient le problème de l'Union européenne, nous nous trouvons très peu armés, très mal équipés pour le gérer, d'où 2015, l'extrême désarroi des structures européennes quand il a fallu gérer et le terrorisme et la question des réfugiés. Et on se rend compte, donc depuis 2 années, que nos croyances étaient peut-être des illusions. Premièrement, nous avions voulu transformer notre environnement proche par l'élargissement, par le commerce, etc., y compris la Turquie. On se rend compte aujourd'hui que c'est absolument l'inverse. C'est notre environnement proche qui nous déstabilise, Et deuxièmement, nous avions cru que notre impuissance stratégique, notre abstention sur la scène stratégique au profit des Américains, eh bien, ne nous protège pas du tout. Au contraire, nous met en première ligne. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme et les réfugiés en Europe, sinon la conséquence chez nous de conflits non résolus à l'extérieur de chez nous et de conflits souvent créés par les Américains, je parle notamment de la guerre en Irak. Et donc nous nous rendons compte petit à petit que notre abstention sur la scène de la guerre et de la paix, au lieu de nous protéger et de nous permettre de faire des affaires tranquillement, notre abstention nous rend victimes. Nous sommes les premières victimes aujourd'hui des conséquences de crise que nous n'avons pas voulu gérer pendant 40 ans. Et ça aussi, c'est une prise de conscience qui commence vraiment à se développer au sein de l'Union européenne. Alors, troisième point, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Depuis 2015, les Européens ont fait beaucoup de progrès, si je puis dire, pas toujours qu'on peut qualifier après plus ou moins, mais on a effectivement une nouvelle donne dans les politiques européennes en matière de sécurité et de défense. Je vais aller très vite sur la description parce que je pense que Madame Véronique Fayet hier en a parlé, mais s'agissant de la protection des frontières, nous avons mis au point une agence de garde-frontières et de garde-côtes qui succède à l'ancien Frontex avec un réservoir de 1500 personnel censé assurer et un budget de plus de 300 millions d'euros d'ici 2020. Nous avons une opération navale de lutte contre les trafiquants de réfugiés, l'opération Sophia, dont le bilan serait d'avoir sauvé 40 000 personnes en Méditerranée, détruit 600 bateaux et arrêté une centaine de trafiquants. Nous avons également une politique plus contestable de relocalisation des réfugiés dans des pays tiers dits sûrs,
mais malheureusement, un des pays tiers identifiés par l'Europe, c'est la Libye. Donc on se demande vraiment qui a fait cette liste de pays tiers. On pourra y revenir dans le débat si vous voulez. Et puis, nous avons également à la frontière extérieure de Schengen, non seulement des gardes-frontières, mais également des systèmes informatisés maintenant qu'on espère collectiviser, si je puis dire, qui sont des systèmes informatiques sur les personnes recherchées ou disparues, sur les empreintes digitales, de façon à aider les gardes-frontières dans la surveillance des frontières, parce que l'accueil des réfugiés ne peut pas se faire au détriment non plus de la sécurité, et on sait que les attentats du Bataclan, une partie des gens sont passés par les réseaux de réfugiés. Donc ça, c'est pour la question sécurité intérieure. Pour les questions de défense, comme vous le savez, les Européens ont décidé de faire un fonds de plus de 4 milliards d'euros d'ici 2020 pour financer un fonds européen de défense, et ils ont décidé la semaine dernière, au plus haut niveau, d'abolir un petit peu le veto, c'est-à-dire de permettre aux États, à ceux qui veulent et le peuvent aller plus loin en matière de défense, de le faire sans être empêchés par le veto d'un des autres États. Donc énormément de choses qui étaient absolument impensables il y a quelques années et qui témoignent donc de cette nouvelle prise de conscience que la sécurité est devenue un enjeu politique majeur. Est-ce que ça va continuer? Oui. Pourquoi? Parce que les éléments, malheureusement, poussent à ce que les Européens, je dis malheureusement parce que ça veut dire que le monde est dur, poussent à ce que les Européens prennent de plus en plus de responsabilités sur les questions de sécurité et défense. Parmi ces éléments, ces facteurs favorables, il y a le Brexit. Les Britanniques étaient le pays qui mettait le veto systématique à toute montée en puissance de l'Europe sur les questions de sécurité et de défense, pour ne pas faire de l'ombre à l'OTAN. Les Britanniques sont partis, enfin ils ne sont pas encore partis, mais moi je considère que c'est fait, il n'y a aucune chance pour que ça ne se fasse pas. Donc ça nous enlève un veto systématique sur la montée en puissance de l'Europe, et c'est une bonne chose pour les questions de défense. Deuxième raison fondamentale, les menaces se multiplient autour et dans l'Europe. Je n'ai pas le temps du tout de rentrer dans le détail, mais si vous prenez la Russie, vous descendez par le Moyen-Orient, toute la zone sahélienne, ce sont des zones qui sont soit en conflit permanent, soit exportatrices d'insécurité pour nous, je parle de la Russie, et plus l'exportation du terrorisme dans nos propres pays. Troisième raison qui pousse à ce que les Européens prennent en charge leur sécurité, c'est l'élection de Donald Trump. Nous avons aujourd'hui comme chef suprême de l'OTAN, c'est-à-dire l'organisation qui est censée défendre l'Europe, un homme parfaitement imprévisible, insaisissable, incontrôlable. Et pour les Européens, y compris pour les Allemands, Madame Merkel a fait des déclarations extrêmement claires sur le fait que les États-Unis aujourd'hui n'étaient plus vraiment le garantie de la sécurité de l'Europe, mais était devenu un problème, une interrogation pour la sécurité de l'Europe. Et donc pour les Européens, le fait de ne pas pouvoir avoir une Amérique fiable est un encouragement très fort à développer une autonomie stratégique. Et dernier élément favorable du contexte, eh bien c'est la France, l'arrivée en France d'un président de la République qui réendosse le rôle traditionnel de la France comme porteuse d'une ambition de l'Europe politique, d'une ambition d'une Europe qui compte sur la scène internationale et qui peut influencer le cours des choses. Et ça, c'est très important. Après deux quinquennats, celui de M. Sarkozy ou celui de M. Hollande, où la France avait laissé de côté un petit peu son ambition politique pour l'Europe, cette ambition est de nouveau l'ambition française. Donc voilà, les éléments sont favorables, les chefs d'État et de gouvernement ont pris des décisions. Est-ce que ça suffit? Et c'est mon dernier point. Il me reste 7 minutes, je crois, si j'ai bien compté. C'est mon dernier point. Est-ce que ça suffit? La réponse est bien sûr non. Il ne faudrait pas refaire l'erreur qu'on a faite jusqu'en 2005, c'est-à-dire traiter de nouveau les questions de sécurité et de défense comme des questions techniques. C'est de faire voilà, un corps de garde-frontière par-ci, un fonds européen par-là, une initiative, ce qu'on appelle la coopération structurée permanente, auquel personne ne comprendra jamais rien. Ça me fait penser à une phrase de Jacques Delors. Jacques Delors disait autrefois « On ne tombe pas amoureux du marché unique ».
Eh bien, c'est vrai, on ne tombe pas amoureux de la coopération structurée permanente. Ça, je crois qu'on en est très très loin. Et donc, l'erreur à ne pas faire, c'est de retomber dans cette obsession technique qui satisfait tous les diplomates. Tout le monde est très content. Tous les militaires ont l'impression qu'ils ont fait une révolution. D'ailleurs, c'était le titre du Figaro la semaine dernière. C'était la grande phrase de la ministre allemande de la Défense qui a dit « L'Europe de la Défense connaît une journée historique ». Ça n'est pas vrai. Ce qui serait historique, c'est si l'Europe arrivait à se mettre d'accord sur 3 débats. Et c'est là-dessus que je veux finir. C'est les 3 questions politiques qui permettront à l'Europe d'être vraiment responsable sur les questions de sécurité et de défense. La première question politique que les Européens doivent se poser, c'est une défense et une sécurité pour faire quoi ? Aujourd'hui, l'Europe est le premier donateur avec la Banque mondiale pour la reconstruction des pays en sortie de crise. 8 milliards pour l'Afghanistan, des milliards pour l'autorité palestinienne, sans parler des centaines de millions d'euros pour la RDC, pour le Mali, etc. etc. Et donc, or jusqu'à maintenant, nous donnions beaucoup d'argent, nous n'étions pas invités à la table de négociation quand il y en a, pour décider de la sortie diplomatique de ces crises. Et je crois que c'est pareil pour la défense européenne. Il ne suffit pas d'avoir une force d'intervention européenne pour aller stabiliser un peu des crises hors zone. Il faut que les Européens fassent un immense effort de créativité diplomatique pour proposer une sortie diplomatique de ces crises. Ça ne sert à rien d'aller au Mali si 2 ans après, il faut y retourner. Ça ne sert à rien de lutter contre Daesh si dans 4 ans, il faudra refaire la même chose, mais un peu plus loin, peut-être pas en Syrie. Et donc, ce qui manque aujourd'hui à la politique de sécurité et de défense, et qui répondrait à ma première question, une Europe pourquoi faire ? Ce qui manque, c'est une politique étrangère commune. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut comme solution pour la Syrie? Pourquoi ne pas proposer une conférence régionale sur la Syrie avec tous les gens qu'on n'aime pas, les Russes, les Iraniens, les Saoudiens, tous les gens impliqués, et les sociétés, y compris bien sûr le gouvernement syrien? À quoi ça sert de lutter contre le terrorisme et les réfugiés notamment si on laisse l'Afrique à volo? Pourquoi ne pas revoir complètement, et ce serait la transition, notre politique d'aide au développement à l'Afrique? Ça ne sert à rien de lutter contre les réfugiés si on sait que les grandes vagues de réfugiés venant d'Afrique auront lieu demain. On n'a pas vu le début encore des réfugiés. Je vous rappelle, l'Afrique, c'est 1,1 milliard d'habitants, 49% de la population a moins de 25 ans et n'a aucune perspective d'emploi. Voilà, c'est simple, c'est presque mathématique. Les vagues d'immigration économique et peut-être politique, parce qu'une bonne partie de ces pays sont en conflit, sont devant nous. Et donc, première question, la défense pour faire quoi? Pour installer quel type de politique dans les crises et quel type de relations avec les pays qui sont, ou les continents qui sont en profonde déshérence. Et là, pour l'instant, les Européens ont encore beaucoup de convergence à faire. Ça commence un peu sur l'Afrique, mais ont beaucoup de convergence à faire pour avoir une diplomatie commune. Deuxième débat, une défense pour défendre quelles valeurs? Et là, je vais être un tout petit peu sévère pour certains pays de l'Union européenne. Nous sommes censés défendre des valeurs qui sont au fondement de la construction européenne, en particulier des valeurs de solidarité, de transfert de richesses entre les riches et les pauvres. C'est le modèle européen. Or, nous avons 2 pays dans l'Union européenne, au moins 2, peut-être plus, la Pologne et la Hongrie, qui ne respectent plus le jeu européen. Il est, à mes yeux, totalement scandaleux que la Pologne reçoive par an 15 milliards d'euros de fonds structurels, soit 4,5 de son PIB, et refuse de prendre un réfugié par esprit de solidarité, comme le lui demande la Commission. Je trouve parfaitement scandaleux que ces pays érigent des murs à leurs frontières. Et donc, à quoi ça sert d'avoir une politique de sécurité et de défense commune si on n'est pas d'accord, si on trahit nous-mêmes les valeurs que nous voulons exporter? Est-ce que nous voulons une Europe forteresse? Est-ce qu'on veut refouler tous les réfugiés?
les mettre dans des pays tiers sûrs qui ne sont pas sûrs du tout. Est-ce que c'est ça l'objectif sécuritaire de notre politique sur les réfugiés? Est-ce que c'est de construire des murs, nous protéger? Est-ce que c'est de coupler la solidarité minimale et la sécurité nécessaire? Il ne s'agit pas d'accueillir tout le monde. Mais cette réflexion-là, pour l'instant, elle n'existe pas. L'Union a une approche totalement sécuritaire de la question des réfugiés. Elle n'a pas du tout une approche intégrationniste de la question des réfugiés et elle n'ose pas, pour des raisons qu'on n'a pas le temps d'évaluer, prendre à partie ces pays comme la Pologne et la Hongrie qui remettent en cause profondément le modèle européen. Et dernier débat, je termine là-dessus, quel est le rôle de l'Europe dans le monde? Je n'ai jamais vu une seule réunion du Conseil européen où les chefs d'État aborde cette question. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le monde ensemble? Est-ce qu'on veut pacifier le monde? Est-ce qu'on veut le faire avec les Américains? Est-ce qu'on veut être sous la coupelle américaine et ne rien faire de différent d'eux? Est-ce qu'on défend l'Occident? Ou est-ce qu'on défend l'identité de l'Europe dans l'Occident, ce qui n'est pas la même chose? Moi, je considère qu'avec l'élection de M. Trump, l'Occident en a pris un sérieux coup. Mais quel est le message que l'Europe porte dans le monde? Pourquoi veut-on exister dans la mondialisation? Ce débat-là, il n'existe pas. C'est à mon avis le débat majeur. Si on veut donner un peu de sens au rôle de l'Europe sur la scène internationale, alors il faut expliquer que ce rôle, c'est pas simplement pour gérer la Syrie ou les crises africaines, ce qui est déjà très important, mais c'est aussi tout simplement pour que l'Europe existe dans les grandes négociations qui vont décider de l'avenir du monde, grandes négociations politiques, grandes négociations éthiques, par exemple sur la génétique, grandes négociations sur le climat, autrement dit, être à la table des négociations plutôt que de subir des règles qui ont été écrites par d'autres au bénéfice des autres. Ça, je crois que c'est un débat politique absolument fondamental que l'on n'a pas. C'est pour ça que je crois que le chantier de la sécurité et de la défense, il est très avancé sur le plan technique, il est encore très embryonnaire sur le plan politique. Merci. Merci Madame le Professeur. Effectivement, on a tous entendu parler de l'Europe de la défense sur le plan logistique. On en entend parfois parler sur le plan tactique. Vous avez eu l'importance pour nous de nous en parler sur le plan stratégique. Et c'était important d'entendre parler, non pas logistique ou tactique, mais bien stratégique. Et ça, vraiment, je vous en remercie. Et avant d'accueillir Gaël Giraud, je voudrais juste vous poser une question, et avant que tout à l'heure nous donnions la parole à la table de débat, je voulais vous poser une question parce qu'elle est venue de l'un de nos chers amis, croates, qui regrette de ne pas être là aujourd'hui, mais comme il est très proche des semaines sociales, qui représente la Croatie dans le mouvement XC, Initiative des Chrétiens pour l'Europe, et qu'il est vraiment désolé de ne pas être là, il m'a envoyé un long mail, alors rassurez-vous, je vais faire court, mais il nous dit, puisque vous allez parler sûreté et sécurité de l'Europe, pouvez-vous prendre le temps de considérer notre situation, nous autres, Croates, entourés par la Serbie, la Bosnie. Et il nous fait une longue description en nous démontrant le rôle de la Russie de Poutine dans la déstabilisation de cette partie de l'Europe. Alors je vous pose cette question de sa part parce que, vu de Paris, nous avons du mal à comprendre. S'agit-il d'une obsession obsidionale d'un Croate qui lit le monde à travers les yeux très spécifiques de cette partie de l'Europe, ou pensez-vous que nos relations avec la Russie triomphante que l'on connaît actuellement font partie des grands axes stratégiques qu'il nous faut prendre en compte? C'est difficile de dire que la Russie de Poutine n'est pas inquiétante. Monsieur Poutine, dans son dernier mandat en tout cas, a adopté une stratégie de remise en cause, de contestation de l'ordre politique européen qu'on a instauré à la fin de l'Union soviétique.
Et donc il le conteste, y compris de façon juridiquement condamnable. L'annexion de la Crimée est une atteinte au droit international, donc normalement on n'aurait pas dû laisser faire, et par une déstabilisation de l'Est de l'Ukraine, et par des intimidations vis-à-vis des pays baltes, et des manœuvres militaires qui sont vraiment étonnantes, c'est-à-dire pourquoi les bombardiers russes ont-ils fait en 2016 400 incursions dans l'espace aérien de l'OTAN? Pourquoi a-t-on trouvé un sous-marin russe tout près de la Gascogne, le golfe de Gascogne? Qu'est-ce qu'ils font là? Donc il y a de toute évidence de la part des autorités russes et de M. Poutine une volonté d'intimider, de faire peur, et en particulier de faire peur les anciens satellites de l'Union soviétique. Est-ce que ça veut dire pour autant que la Russie de Poutine est une menace militaire telle qu'on la connaissait autrefois, c'est-à-dire est-ce que les chars russes vont réenvahir et reprendre la Pologne? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je crois que ce que Poutine veut, c'est déstabiliser, inquiéter en restant dans une zone grise qui n'est ni une attaque, ni une coopération. Par exemple, ce sont des camionneurs plus ou moins déguisés en humanitaires qui font la déstabilisation dans l'est de l'Ukraine. Ce ne sont pas des soldats en uniforme. Et donc, au niveau du droit, c'est très difficile de dire qu'il y a agression ou pas. Et la subtilité de Poutine, c'est de rester dans cette zone grise. Il y a des attaques, des cyberattaques, on ne sait pas d'où elles viennent, contre l'Estonie notamment. C'est très difficile de dire, c'est une attaque de la Russie. Et donc c'est ça que cherche Poutine, je crois, c'est à déstabiliser, inquiéter. En revanche, sur d'autres sujets, en particulier sur le Moyen-Orient, la Russie, et c'est là la difficulté pour les Européens, la Russie qui est un adversaire en Europe est un partenaire sur la stabilisation du Moyen-Orient, sur la stabilisation éventuelle de la Syrie, de la Libye, enfin de tout le Levant. Il y a une obligation de tenir compte de la Russie qui a repris pied militairement dans la région et qui est maintenant un interlocuteur incontournable. Et donc, je ne crois pas qu'il y ait une obsession déplacée de la part de votre ami croate. C'est vrai qu'ils sont placés géographiquement sur un morceau du continent qui est assez proche de la Russie, mais ce que je voudrais lui dire, c'est qu'il n'est pas isolé dans cette inquiétude. L'inquiétude à l'égard de la politique russe et même la difficulté à comprendre la politique russe, elle est partagée par l'ensemble des pays européens. Simplement, quand on élargit l'échelle, quand on sort du théâtre européen et qu'on prend l'échelle mondiale, alors les choses deviennent un peu plus compliquées. En tout cas, pour un pays comme la France, la Russie, c'est à la fois un adversaire mais un partenaire. Merci. Alors je crois comprendre que la table des questions tout à l'heure aura beaucoup d'autres questions à vous poser.